Et tout de suite, on passe à l'invité de la rédaction. Et après de premiers pourparlers, le 6 février à Oman, Washington et Téhéran ont dit vouloir poursuivre le dialogue, même si leurs positions sont très éloignées. Donald Trump a dit avoir insisté hier auprès du Premier ministre israélien qu'il a reçu à la Maison-Blanche sur sa volonté de poursuivre les discussions pour trouver un accord avec l'Iran. Et pour en parler, nous sommes en direct aujourd'hui de Paris avec Emmanuel Dupuis, politologue et président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour. Bonjour. Alors, en visite à Washington, pourquoi tout d'abord est-ce que le Premier ministre israélien fait-il de l'Iran sa principale priorité ? Tout simplement parce que l'Iran a toujours voulu, je cite, la destruction d'Israël, et rien n'a changé de ce point de vue, et c'est évidemment le principal ennemi, en tout cas, qui reste ou qui demeure après les guerres des voisins vis-à-vis d'Israël depuis son indépendance en 1947. Donc l'Iran n'a pas démenti son hostilité vis-à-vis d'Israël quand elle l'a frappé durant l'année 2025, plusieurs fois, Israël, et de l'autre côté, où en réponse, les Israéliens ont frappé, notamment avec cette fameuse guerre des 12 jours qui avait été une réponse à une précédente frappe iranienne. Donc de ce point de vue, le président Benjamin Netanyahou a son agenda. Israël n'a pas forcément la même lecture que les Américains vis-à-vis d'éventuelles négociations avec l'Iran. Dit autrement, le président Benjamin Netanyahou s'impatiente de l'attentisme, ou en tout cas de la non-intervention du président américain, à telle enseigne que certains préconisent le fait qu'Israël frappe seul sans attendre une éventuelle intervention militaire américaine. Alors justement, le Premier ministre israélien, en visite hier à Washington, a insisté sur les besoins sécuritaires de l'État d'Israël dans le cadre des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Alors pendant sa rencontre, est-ce que l'Iran représente réellement une menace pour la région ? Oui, si on prend en considération le fait qu'elle disposerait de 1500 à 2000 missiles balistiques avec une portée de 2000 km, c'est non seulement la région qui est en danger, ou en tout cas qui pourrait l'être si l'Iran met en place jusqu'au bout de ces menaces. Je vous rappelle que l'Iran est placé en état d'alerte maximum et qu'elle a menacé non seulement l'Iran, mais les États qui permettraient aux frappes israélo-américaines d'être réalisées, c'est-à-dire les pays qui autoriseraient leur espace aérien d'être utilisé. Le président Al-Shara de Syrie a, par exemple, dit qu'il ouvrirait, lui, son espace aérien, contrairement au Premier ministre saoudien Mohamed Ben Salman. Donc la menace iranienne est de plusieurs natures. Elle est directe, avec des missiles balistiques de 1500 à 2000 en nombre. On dit d'ailleurs que le secrétaire national à la sécurité, l'ancien président de l'Assemblée, Ali Larjani, lui-même ancien négociateur sur le nucléaire, est allé à Moscou pour réclamer des missiles supplémentaires. Donc il se pourrait que l'Iran en ait pas 2000, mais peut-être 4000 ou 4500, selon les chiffres, les estimations hautes. Ça, c'est la première menace. La deuxième menace, elle est indirecte. C'est le soutien que l'Iran accorde à ces séides, à ces proxys, comme on a coutume de les appeler, qui agissent contre l'État d'Israël ou qui sont une menace en permanence vis-à-vis du territoire israélien, les roquettes qui sont tirées depuis le Liban Sud du Hezbollah, les attaques directes menées par le Hamas et le djihad islamique sur le territoire israélien, et les missiles et les drones que les Houthis adressent, si je puis l'exprimer ainsi, en direction d'Israël ou contre les bateaux qui viennent apprivoisonner Israël. Donc oui, l'Iran demeure une menace régionale, et c'est sans doute une des pierres d'achoppement des négociations actuellement à Oman. Alors pour vous, Israël ne représenterait pas également une menace pour la région ? Parce qu'on sait très bien qu'Israël et l'Iran a agi en représailles, en riposte à Israël et aux États-Unis qui avaient touché le sol iranien cette année. Alors pour retourner la question justement à Emmanuel Dupuis, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point-là ? Je dis qu'Israël n'est pas une menace. Israël, comme l'ensemble de la communauté internationale l'a acquiescé, s'est défendu contre une attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2022 et contre des attaques menées par l'Iran sur son territoire, nonobstant le fait qu'Israël a elle-même décidé donc de mettre hors d'état de nuire les opposants, les contendeurs, les ennemis, appelez-les comme vous voulez, en tout cas ceux qui s'en prenaient à l'intégrité territoriale et la vie des citoyens d'Israël. Donc je ne dirais pas que l'Israël est une menace, je dirais que l'Iran fait peser une menace sur la région et sur tous les pays de la région, que ce soit Israël et les pays qui entourent le Golfe Persique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de relation apaisée entre l'Arabie Saoudite, entre les Émirats Arabes Unis,
entre Bahreïn, avec dans une moindre mesure vis-à-vis du Qatar, et que la principale menace consiste à ce que l'Iran possède des missiles balistiques qu'elle dit pouvoir et vouloir menacer non seulement les pays dans la région, mais les bases militaires des pays occidentaux qui s'y trouvent, les bases américaines notamment, mais également les bases françaises, les bases britanniques sur le territoire irakien ou en Jordanie. Le Premier ministre israélien insistait sur les besoins sécuritaires de l'État d'Israël dans le cadre des négociations entre l'Iran et les États-Unis pendant sa rencontre. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette rencontre? Est-ce que les États-Unis ont déclaré qu'ils voulaient renforcer un peu leur armada un peu déployée dans la région? Sommes-nous proches d'une intervention militaire américaine malgré la reprise des pourparlers entre les deux parties? Paradoxalement, le renforcement des opérations militaires et ce fameux deuxième groupe aéroporté que le président Donald Trump a menacé, ou plutôt a indiqué qu'il était en train de mettre donc en direction, de concentrer dans le golfe d'Oman, ne sont pas forcément les prémices d'une attaque sur l'Iran, pardon. C'est au contraire une grammaire stratégique qui consiste à dire que la pression est forte sur l'Iran pour qu'elle arrive ou qu'elle retourne ou qu'elle accepte un certain nombre de préalables à une négociation que les Américains veulent poursuivre. C'est la raison pour laquelle elle se déroule toujours à Oman. C'est la raison pour laquelle les négociateurs iraniens utilisent d'autres canaux, que ce soit vis-à-vis de la Chine, que ce soit vis-à-vis de l'Inde ou que ce soit vis-à-vis de la Russie. Donc les négociations sont en cours. Maintenant, je ne suis pas devin, je ne suis pas ni devin ni dans le cerveau de Donald Trump, mais bien évidemment, on peut avoir à l'esprit que Donald Trump n'a pas vraiment une vision très précise de ce qu'il veut faire. En tout cas, il y a une certitude, c'est que le discours très proactif qui était le sien début janvier, enjoignant les manifestants, les courageux manifestants iraniens qui s'étaient rendus qui avaient manifesté leur acrimonie contre le régime iranien, ne seront pas protégés ou ne seront pas défendus, car s'il y a une intervention, c'est certainement pas pour aider ces manifestants, mais bien pour empêcher le programme nucléaire iranien d'être renouvelé, pour forcer les Iraniens à ne plus disposer des missiles balistiques, d'abandonner leur capacité balistique et d'accepter, c'est le mot que les Américains utilisent, d'accepter qu'ils ne soutiennent plus un certain nombre de groupes armés terroristes. Alors Emmanuel Dupuy, pourquoi est-ce que certains pays auraient le droit d'avoir des têtes nucléaires et d'autres non? Expliquez-moi. Dans la région, justement. Alors, Israël, pourquoi certains pays auraient le droit, même si certains pays n'ont toujours pas fait usage? N'en ont pas fait usage. D'autres, historiquement, en ont fait usage, justement. Oui, alors cette question est un peu plus simple, un peu plus compliquée que vous ne la présentez. Oui, premièrement, il y a ce qu'on appelle le traité de non-prolifération en 1968. Je vous rappelle que Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération et que la France ne l'a signé qu'en 1992. Donc, de ce point de vue, il y avait évidemment une logique de pays proliférants qu'il faut évidemment combattre. Et il faut évidemment avoir à l'esprit qu'à l'ONU existe un traité d'interdiction de l'arme nucléaire qui a été signé en 2017 et ratifié à partir de 2021, avec désormais plus de 120 ou 122 pays qui l'ont ratifié, à l'exception des 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire. Alors, qui a le droit et qui n'a pas le droit d'avoir le nucléaire, mais une question qui n'est pas forcément totalement liée à la réflexion menée sur l'Iran. Car l'Iran a le droit d'avoir accès au nucléaire civil, bien sûr, mais l'Iran n'a pas le droit, ou en tout cas la communauté internationale estime que l'utilisation qu'elle pourrait faire de son arme nucléaire n'est pas à forme dissuasive, mais pourrait fragiliser l'équilibre stratégique dans la région. Donc on peut le poser ainsi. Maintenant, je me garderai bien de dire qui a le droit et qui n'a pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Je vous rappelle que la France la possède depuis 1960. A-t-elle le droit de l'avoir, elle aussi ? Mais voilà, tant qu'un pays n'a pas fait usage, on peut dire que tous les pays peuvent être une menace. Tous les pays qui détiennent une arme nucléaire peuvent représenter une menace éventuelle, sachant que historiquement certains pays l'ont utilisé et d'autres non. On va passer au président iranien qui avertit que son pays ne céderait pas aux demandes excessives des États-Unis sur son programme nucléaire. En quoi est-ce que les attentes américaines dépassent-elles le seul dossier nucléaire iranien ? Pour les 3 raisons que j'ai évoquées, que je vous rappelle. Les Iraniens ont mis sur la table des négociations, enfin les Iraniens et les Américains discutent actuellement de 3 sujets. Le premier sujet, c'est le droit à l'enrichissement de l'uranium, donc ce qu'on appelle l'uranium enrichi. Les Iraniens ont le droit, et d'ailleurs ça a été signé lors du sommet
de Vienne le 14 juillet 2015, ce qu'on appelle le JCPOA, le plan conjoint commun d'action globale, avec l'idée qu'on limiterait au seul usage nucléaire nécessaire de l'uranium enrichi, c'est-à-dire à 3,67%. Ça, de ce point de vue, on sait, preuve à l'appui, l'Agence internationale de l'énergie atomique l'a constaté, Raphaël Grossi, son secrétaire général, que l'Iran a largement dépassé ce seuil. On estime qu'elle aurait entre 1000 kilos, une tonne, et 450 kilos d'uranium enrichi à plus de 20, voire 60. Les Israéliens disent plus que 60, c'est-à-dire tangent vers le seuil nucléaire. Donc ça, c'est le premier élément, ce à quoi l'Iran a le droit en termes d'enrichissement. La deuxième question liée à celle-là, c'est où est-ce qu'elle peut enrichir? Est-ce qu'elle doit enrichir sur son territoire ou est-ce qu'elle peut enrichir sur un territoire annexe? Et là-dessus, les Russes ont proposé que l'uranium iranien, dont les Iraniens ont besoin pour leur électricité, soit enrichi en dehors de leur territoire. Le deuxième élément, comme je l'ai dit, c'est le nombre de vecteurs, la capacité et la menace balistique. L'Iran possède des missiles de 100 à 2000 km de portée, à raison de 1500 à 2000, certains estiment plus. Évidemment, cela constitue une menace, et c'est la raison pour laquelle les Américains voudraient qu'une partie de ces missiles balistiques ne soit plus opérationnelle. C'est, je vous rappelle, une des raisons qui avait amené Israël et les États-Unis donc de frapper en juin dernier. Et le troisième élément, c'est évidemment la capacité de nuisance, la capacité de déstabilisation que l'Iran possède et demeure en Irak, moins en Syrie bien sûr, au Yémen, et bien évidemment vis-à-vis de la bande de Gaza et par rapport au Liban Sud, donc vis-à-vis d'Israël. Alors pour Benjamin Netanyahou, il faut inclure dans toute négociation la limitation des missiles balistiques. Est-ce que l'action militaire est le seul moyen de résoudre ce problème, une fois pour toutes, sur la question nucléaire iranienne? Parce qu'il y a deux choses. Les missiles balistiques ne sont pas à portée nucléaire pour l'instant. Les missiles balistiques dont dispose l'Iran pourraient porter pour certains une charge nucléaire, mais pour l'instant ne le porte pas parce qu'il n'y a pas de charge nucléaire. En tout cas, l'Iran n'est pas en capacité aujourd'hui de fabriquer les 9 à 10 têtes nucléaires que lui permettrait éventuellement l'enrichissement, l'approfondissement ou la poursuite de son enrichissement, notamment ces 450 à 600 kilos d'enrichissement d'uranium hautement enrichi, 60%. Je vous rappelle que pour avoir une capacité militaire, il faut passer de 60 à 90%. Donc ça prend du temps et ça nécessite des infrastructures que, accessoirement, les Israéliens et les Américains ont frappé en juin dernier et menacent de frapper de nouveau si l'Iran ne rentre pas dans une logique donc de désescalade et donc ne n'abandonne pas l'idée d'avoir du nucléaire enrichi, hautement enrichi à des fins militaires. Oui, la question balistique est une question importante. Elle est d'autant plus importante que cette question dépasse très largement l'Iran. Elle est aussi liée à la capacité de l'Iran à fournir des missiles balistiques à la Russie par rapport à son conflit en Ukraine et bien évidemment à l'éventualité que ces missiles iraniens se retrouvent sur d'autres théâtres d'opération en fournissant d'autres groupes armés terroristes. La menace a longtemps plané sur l'idée que l'Algérie et l'Iran étaient rentrés en coopération pour la fabrication de drones. Alors, au-delà des missiles balistiques, il y a aussi la question des drones, les drones shahids, les drones suicides, qui est aussi une grave menace et une grande préoccupation pour la communauté internationale, notamment les Américains. Alors pour finir, les États-Unis veulent également l'arrêt du soutien à des groupes armés hostiles à Israël, comme les rebelles Houthis du Yémen ou encore le mouvement du Hezbollah. Et c'était un point qui a été discuté hier entre les deux parties lors de la visite du Premier ministre israélien à Washington. Oui, alors les Houthis et les Hezbollah ne sont pas une menace seulement pour Israël, ils sont une menace pour les pays où ils agissent. Ils sont une menace pour le Liban, ils sont une menace pour le Yémen, ils sont une menace pour les bateaux qui passent transitent par le détroit de Bab el-Mandeb, c'est-à-dire 25% des hydrocarbures qui sont consommés sur la planète, donc peu ou prou quelques 15 à 20 millions de barils jour qui y transitent, et bien évidemment pour l'ensemble de la sécurité et de la stabilité de la mer Rouge, et par-delà le canal de Suez, la Méditerranée orientale. Donc évidemment, c'est une question importante, c'est une question sur laquelle, de nouveau, les Israéliens et les Américains n'ont pas la même position. Les Israéliens ont mis hors d'état de nuire le leadership du Hezbollah en septembre 2024, pardon. Ils ont fait de même avec le Hamas, en frappant d'ailleurs, je vous le rappelle, en dehors de leur territoire, au Liban, au Qatar,
à Bagdad. Donc il y a évidemment une capacité pour les Israéliens de jauger la menace plus immédiate que vis-à-vis d'autres pays. Mais la réalité fait qu'aujourd'hui, il y a une convergence à penser que ces groupes, le djihad islamique, le Hamas, les milices chiites, les Kateb Hezbollah irakiennes, les milices Shahabi irakiennes ou les Houthis sont effectivement une menace. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que le Parlement européen, un certain nombre de pays, dont désormais la France, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et le Canada, ont décidé, ont déclaré, ont classifié le corps du gardien des révolutions, donc les Pasdaran, largement responsables du massacre de près de 20 000, 30 000 Iraniens dans la nuit du 8 au 9 janvier, également d'organisations terroristes. Merci Emmanuel Dupuis pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes politologue et président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.